find a cure. From Beijing west to Timbuktu. Love and village lives and breathes. And fight they breathe. The time has come to take a stand. It's for the earth. Ce que vous venez de voir, c'est une vidéo diffusée par un collectif, le collectif Time for Climate Change, en prévision du sommet de Copenhague en décembre. Une campagne de mobilisation comme on va en voir beaucoup au cours des prochaines semaines. Et Stephen Guilbeault, pour résumer un peu le débat qui s'en vient, on a décidé de tirer de l'Internet 3 vidéos qui, à notre avis, représentent bien les enjeux de ce qui s'en vient. Vendredi dernier, un millier de personnes ont tenté d'envahir le site de la centrale thermique de Radcliffe-on-Soar, en Angleterre. Membre du groupe Camp for Climate Action, ils s'opposent à l'utilisation du charbon pour produire de l'électricité. Quelques jours plus tôt, ils avaient obtenu l'annulation d'un projet de nouvelle centrale ailleurs dans le pays. Camp for Climate Action promet d'intensifier ses pressions jusqu'au sommet de Copenhague. Alors, Stephen Guilbeault, quand on voit ça, on se demande si des gestes concrets comme ceux-là. On a vu qu'ils ont réussi même à reporter, en tout cas à annuler un projet de construction de centrale. Est-ce que c'est pas beaucoup plus important que tous les efforts que vous faites pour avoir un mot à dire à Copenhague? Je pense qu'on a besoin des deux, c'est-à-dire qu'on a besoin d'organisations qui travaillent ensemble auprès des Nations unies à s'assurer que les ententes qui sont prises aux Nations unies soient les plus efficaces possibles dans la lutte au changement climatique. Faire pression. Faire pression, mais pour que ces ententes-là soient efficaces au niveau international, il faut aussi que les gouvernements sentent une pression de retour chez eux. En juin dernier, le Sierra Club des États-Unis a freiné la construction d'une 100e centrale au charbon. Donc, ils ont réussi à empêcher 100 centrales au charbon d'être construites aux États-Unis au cours des dernières années. Ici au Canada aussi, au Québec, on n'est pas en reste. Il y a quelques années, on a freiné le projet du Surroi, qui était du gaz naturel, c'est pas du charbon, mais dans le contexte québécois, qui aurait été un projet beaucoup plus polluant que ce que nous faisons normalement. Donc, il y a de l'organisation, de la mobilisation. Mais quand on voit justement le Brésil, la destruction qui se poursuit, quand on voit la Chine, l'Inde, les pays émergents qui continuent à polluer beaucoup malgré leurs efforts, quand on voit même ici au Canada, les sables bitumineux, on recommence à produire, il y a tout un lobby là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous montrer que ça avance, qu'on progresse dans la lutte pour vraiment arrêter les émissions de gaz? En 2008, les investissements dans la production d'électricité à partir de sources renouvelables ont dépassé les investissements dans la production d'électricité à partir de combustibles fossiles. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on assiste à ça. On est en pleine crise économique et pourtant, les renouvelables continuent de progresser rapidement au niveau international. La Chine de loin, la Chine produit à peu près 67 de toute l'énergie solaire thermique, donc le chauffage grâce à l'énergie solaire. C'est en train de devenir un géant de la production éolienne. Même chose en Inde. Il y a comme ça une panoplie d'initiatives à l'échelle planétaire et nous, ce qu'on souhaite, c'est que tout ça converge à Copenhague pour qu'on reparte de Copenhague avec un plan précis, une carte routière finalement sur comment on va faire pour vraiment s'attaquer, lutter contre les changements climatiques. Et peut-être que le Canada donne l'exemple un peu plus dans ce domaine-là. On le souhaite sincèrement. Hélas, présentement, pour le Canada, ça ne regarde pas très bien. Le gouvernement continue d'avoir une position qui est tout à fait inacceptable. Et tout ça peut-être parce qu'il y a encore des lobbies qui sont contre ces efforts-là. On va voir un prochain vidéo qui illustre très bien ce qui se passe. Les émissions de gaz carbonique sont vertes. C'est le message étonnant que cette publicité veut faire passer aux États-Unis. In fact, higher CO2 levels than we have today would help the Earth's ecosystems and support more plant and animal life. Payée par un lobby du pétrole, la publicité prétend que plus il y aura d'émissions de CO2, mieux la planète s'en portera. Go to co2isgreen.com because we all need CO2. Alors, ça peut paraître vraiment absurde. On pensait que tout le monde s'entendait sur le plan scientifique. Ça, c'est pas de la science. C'est de la bouillie pour les chats. C'est de la propagande qui a été payée par des lobbies
anti-législation pour lutter contre les changements climatiques. L'industrie pétrolière, alors c'est clairement, c'est une campagne de désinformation, mais même George Bush a fini par reconnaître l'impact de l'activité humaine sur la planète, donc les changements climatiques. Stephen Harper l'a reconnu aussi du bout des lèvres. Alors, il n'y a plus de débat scientifique sur cette question-là. C'est complètement absurde. Mais malgré tout ça, on le voit, là, on l'annonce déjà. Il n'y aura pas d'entente de 192 pays à Copenhague sur un nouvel accord genre Kyoto. On ne voit pas poindre à l'horizon une victoire du lobby anti-Kyoto. Ces rencontres-là, c'est toujours très difficile. Il y a plus de 150, 130 pays autour de la table, des intérêts divergents. À chaque fois, lors de ces grandes rencontres-là, on nous a dit « ça ne sera pas possible ». Avant Kyoto, on a dit « ça ne sera pas possible ». À 48 heures de la fin de la conférence de Kyoto en 97, on disait « ce ne sera pas possible ». Et pourtant, à chaque fois, on y est arrivé. Je vous dirais que je pense que ce n'est pas gagné d'avance, mais je suis certain que ce n'est pas non plus perdu d'avance. Il y a une pression internationale phénoménale. Il y a une mobilisation sans précédent autour de ça. On n'a jamais vu autant d'activités, que ce soit de la société civile. Les médias en parlent comme ils n'en ont jamais parlé. De plus en plus d'entreprises. Hein. Il y a une série d'entreprises québécoises, Bombardier, Domtar, Cascade, qui ont signé une déclaration internationale disant « Nous voulons une entente à Copenhague ». Qu'est-ce qui bloquerait? Il y a encore des gouvernements récalcitrants. Et hélas, le Canada est l'un de ces gouvernements-là. Nous sommes maintenant publiquement critiqués sur la scène internationale. En attendant, il y a urgence d'agir à cause de la situation qui se détériore. On va voir un dernier extrait. D'accord. Le gouvernement des Maldives a tenu récemment la première réunion d'un cabinet ministériel sous l'eau. Le président du pays voulait ainsi sonner l'alarme sur les conséquences des changements climatiques. À cause de la hausse du niveau des océans, l'archipel des Maldives n'est plus qu'à 2 mètres au-dessus de l'eau. Est-ce que vous pensez, Stephen Guilbeault, que vous allez voir durant votre vie la disparition des Maldives? J'ai peur, hélas, qu'on assiste à la disparition de plusieurs pays, des petits États insulaires comme les Maldives, les îles Samoa, les îles Marshall, qui risquent de perdre 60, 70, 80 de leur territoire au cours des prochaines décennies. Et il y a un certain niveau d'incertitude scientifique à savoir quand ça va arriver, mais il n'y a pas beaucoup d'incertitude scientifique à savoir si ça va arriver. On est à peu près certain. Le phénomène est en partie irréversible pour ces pays-là, pas pour tout le monde, mais pour ces pays-là certainement. Et d'ailleurs, plusieurs de ces gouvernements-là ont déjà aujourd'hui commencé à négocier avec d'autres pays la relocalisation de leur population. On est en train de créer une nouvelle catégorie de réfugiés. Stephen Guilbeault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, M. Lépine.